En fait, c'est moi qui ai mis les deux termes ensemble. Je considère que je travaille sur le climat, mais d'une manière sociologique. C'est-à-dire, en fait, comment les populations réagissent au climat, est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas dans leurs décisions quotidiennes de manger, de se déplacer, de faire des rénoves ou pas. Et ce qui m'intéresse encore plus profondément, ce sont les freins et les moteurs au changement. Et ces freins et moteurs au changement sont ce qui se passe entre nos deux oreilles avec le cerveau, la psychologie, les émotions. Mais c'est aussi ce qui se passe quand je me promène dans la rue, c'est aussi ce qui se passe quand je regarde une chose que j'ai envie d'acheter ou que j'achète pas même si j'ai envie ou que j'achète, voilà. Et donc, ce sont tous ces éléments que j'essaye de comprendre. Et en tant que tel, en fait, je suis coordonnateur scientifique d'un groupement international d'experts sur les changements de comportement. Là, on est vraiment multidisciplinaire. Donc là, il y a des neurocognitivistes, on peut avoir des philosophes, des sociologues, des économistes, des juristes. Et donc, on va essayer de croiser tout ça. Parce que l'humain individuellement, on peut le comprendre, mais l'humain individuellement vit toujours dans un collectif, dans un milieu environnemental, dans un milieu urbain ou naturel ou rural. Et donc ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre parce que tout ça se croise et font qu'on agit plus ou moins bien, plus ou moins rapidement au quotidien. Il y a des changements légers sur certaines choses. Il y a même des grandes statistiques qui le montrent. La part de la voiture diminue de manière constante depuis une petite douzaine, quinzaine d'années. C'est léger, mais c'est constant, donc c'est une tendance de fond pour moi, ce qui est bien. L'usage des autres modes de mobilité, vélo, marche à pied augmente, donc c'est bien aussi. Donc là, il y a des changements de comportement légers, mais qui existent. Il y a aussi en matière d'alimentation carnée, on mange moins de viande qu'on mangeait avant. Ceci étant dit, je ne dis pas qu'on devient végétarien. Les Français ne sont même pas 3 % de végétarisme, alors qu'on est plutôt autour de 12 % dans les pays anglo-saxons, en plusieurs. Mais on constate quand même là aussi une tendance assez lourde, générale, d'une diminution légère de la diminution de consommation de viande au quotidien. Et ça, c'est des bonnes nouvelles pour le climat. Mais moi, le sociologue qui est en moi se demande, oui, mais est-ce que les gens le font pour le climat? Et non. En fait, les gens ne mangent pas moins de viande parce qu'on veut sauver le changement, on veut sauver le climat, même si individuellement, c'est probablement la meilleure mesure qu'on puisse mettre en œuvre, la plus impactante. On le fait parce qu'on fait attention à notre santé, parce qu'en fait, il y a toute la question de l'éthique du traitement des animaux qui rentre en compte maintenant dans une bonne partie de la population. On veut bien manger de la viande, mais on ne veut pas qu'elle soit maltraitée avant. Et donc, on constate une diminution de la viande industrielle et une augmentation de la viande locale, bio, etc., etc. Donc, elle coûte un peu plus cher, mais les gens compensent en mangeant moins. Même chose pour la mobilité. Moi, j'adore faire du vélo. Je suis changement climatique, je pense, je réfléchis, je ressens le changement climatique. Et si je fais du vélo, ce n'est pas pour le changement climatique, c'est parce que j'aime. Et donc ça, c'est super important parce que les implications, ça veut dire que si une collectivité territoriale fait une campagne de sensibilisation sur prenez le vélo et qu'on parle de changement climatique, il n'y a personne qui écoute parce que les gens ne font pas du vélo pour des raisons de climat. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenter d'améliorer la compréhension des gens sur leur secteur d'activité, de consommation et les impacts de ça sur le changement climatique. Mais en matière de mise en action quotidienne, c'est différent. Très clairement, d'ailleurs, c'est une super question. Ça renvoie à une autre chose pour moi. La grande tendance, c'est quand même d'avoir des messages hyper catastrophistes de fin du monde, fin du mois, déjà, de collapsologie, de fin de la société et tout. Et en fait, ça nous dit ce qu'on veut éviter, ça nous dit de quoi on devrait avoir peur, mais ça ne dit pas vers quoi on a envie d'aller. Alors, je vous défie de vous donner un objectif vers lequel aller sans qu'il y ait une image derrière. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas simplement courir comme des poules sans tête à tenter d'éviter la catastrophe sans se donner un objectif vers lequel aller et construire. Et ça commence à changer, heureusement. Et donc, mais moi, je suis un partisan depuis près de 10 ans, mais on commence à m'écouter, heureusement. Pas que moi, hein. Il y en a d'autres qui le disent aussi, notamment les psys, qui disent qu'un message positif, constructif, fait beaucoup plus pour diminuer l'angoisse et aider à l'action qu'un message catastrophiste et angoissant. Donc, il s'agit d'inventer, en tout cas dans nos imaginaires, des futurs désirables. Et je dis au pluriel, si on se donne un seul futur désirable, il sera désirable pour personne en fait. Donc, il faut se donner une panoplie. Aller voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible et qu'est-ce qui est désirable pour certains et pas désirable pour d'autres.
Deuxième élément là-dessus sur le plaisir, le plaisir est une récompense du cerveau. Et le cerveau n'aime pas trop la charge mentale, sauf si on lui donne du plaisir à côté. Et donc, c'est une bonne manière de faire les choses. Un conseil que je donne à tout le monde, à tous les gens qui veulent convaincre les autres d'être végétariens, c'est de ne pas parler de végétarisme, c'est de faire une bonne bouffe végétarienne et de donner la recette après. Beaucoup plus convaincant. Le futur, c'est dans l'avenir. Et là, on est dans le présent, puis on nous demande de faire des efforts maintenant et de changer de mode de vie. Mais oui, en fait, devenir végétarien, il y a des bons livres de recettes, en fait. Déjà, ça. Je pense que d'avoir une vision trop globale, ça aide à faire rêver, mais ça n'aide pas à changer le maintenant. Pour changer le maintenant, comment j'agis au quotidien, il faut vraiment de l'accompagnement très opérationnel, en fait. Et donc, il s'agit de trouver cet équilibre-là en donnant des conseils, des astuces sur comment je fais pour changer, avec cet objectif-là que finalement, une France, Europe, monde, neutralité carbone en 2050, où on va manger beaucoup moins de viande, mais on va quand même en manger un peu. On va quand même se faire un petit barbecue électrique probablement de temps en temps. On va encore se déplacer, on va encore avoir des loisirs. Ces loisirs vont être différents, ils vont peut-être être plus proches de chez moi. J'irai peut-être plus en Thaïlande 2 fois par semaine. J'y vais pas quand même. Mais les vacances, les loisirs seront peut-être plus proches. Et donc, en fait, ce n'est pas qu'on va perdre tout ça, c'est qu'il faut redéfinir la manière dont on voit certains de nos plaisirs, qu'il faut dire ont été largement structurés, définis par une société fondée sur les énergies fossiles et dont il faut sortir. Donc, anecdote sur les énergies fossiles, c'est ce qu'on appelle le sentier de la dépendance. Les premières décisions de dire, ah ben là, un moteur à énergie fossile pour une voiture, ça semble vachement bon. On peut transporter le carburant avec soi, une fois bon, etc. Mais ce qui fait qu'on a développé des villes, ce qui fait qu'on a développé des imaginaires sur la voiture, que c'est devenu un symbole de liberté ou de bulle personnelle, de propriété. C'est pratiquement un salon qui se déplace sur la voie publique. Et ça, ce sont des choses qui sont profondes psychologiquement, qui sont ancrées et qu'il va falloir à un moment donné changer. Exemple, je suis membre de Cities, je vais en faire la pub, mais c'est une manière différente de concevoir la voiture. Ce n'est plus mon bien personnel, c'est un bien collectif que j'emprunte de temps en temps. Et ça change déjà la psychologie de comment je vois la voiture individuelle et non plus personnelle. Des choses comme ça, donc ça commence à émerger. Il y a plein de bons projets qui existent. Il y a eu le fameux film Demain qui en parle, mais il y a aussi un film qui a été fait en France qui s'appelle Demain Annecy, où ils ont fait à peu près la même chose sur le territoire d'Annecy, avec des projets intéressants de citoyens. Et franchement, ces gens-là ont l'air cool, ils ont l'air heureux de faire ce qu'ils font. Ils font des alternatives, c'est un défi de plus à relever qu'ils aiment relever. C'est ludique pour eux, c'est expérimental et ça semble fonctionner. Avec une chose, je pense, c'est que leur manière de définir le succès de leur truc, c'est pas des chiffres nécessairement. Ils ont besoin de pognon pour survivre, pour payer un loyer, c'est même pas le problème. Mais ce n'est pas l'objectif final. Moi, ce que je ressens de beaucoup de projets citoyens, c'est le sens que l'on trouve dans ce qu'on fait. Et dans une société où il y a une explosion des sens, de mettre ce sens-là, de participer à la vie collective, de ne pas participer aux problèmes, mais de participer à la solution, c'est quelque chose qui émerge de plus en plus fortement. Et ce n'est pas une récompense financière ni matérielle, c'est une récompense symbolique. Et pour moi, c'est important parce que les humains on est des animaux symboliques. On fonctionne beaucoup à la symbolique et c'est pour ça que ça peut avoir un effet. Donc, on se retrouve avec une confrontation maintenant de deux mondes symboliques, celui de tout est prêt maintenant, tout de suite, énergie fossile. Et l'autre qui, ben non, c'est pas énergie fossile, c'est pas tout de suite, c'est peut-être plus tard, c'est plus subjectif, c'est plus qualitatif, c'est plus subtil, mais c'est pas moins superficiel, c'est même plus profond. Oui, mais je me méfie un peu pour deux raisons. C'est que quand le monde des nouvelles technologies est arrivé, on nous avait promis des semaines de travail de 20 heures parce qu'on serait capable de faire beaucoup plus en moins de temps. Mais on vit dans un monde concurrentiel, capitalistique et consumériste, ce qui veut dire que, ben non, je vais continuer à travailler mon 35 heures, mais je vais essayer d'en faire plus que le mec à côté, la femme à côté qui fait 35 heures aussi. Et donc, le télétravail, je suis pas sûr que, voilà, j'attends de voir à quel point ça va rentrer dans les mœurs, c'est rentrer dans certains mœurs sur certaines journées. Moi, je suis en télétravail et quand mon petit est malade, ça ne me soulage pas du tout.
parce que c'est moi qui le garde et que je suis en mode haché, même si on partage le télétravail et l'enfant avec ma compagne. Et ça crée quand même une charge mentale en plus. Donc, à voir. Ce qui est très, très clair, c'est que quand on regarde notamment les modes de mobilité, nos temps de loisirs, le temps qu'on passe avec les enfants, il est fortement, fortement structuré par le travail. On ne peut pas partir à l'heure qu'on veut le matin pour aller au boulot, puis on ne peut pas sortir du boulot à l'heure qu'on veut non plus. Il y a des modes, et parce que tout ça est bien structuré et bien encadré, on a tous tendance à partir en même temps et on a tous tendance à revenir en même temps, d'où les bouchons. Mais en même temps, moi, perso, je n'ai pas envie de bosser à 4 heures du mat non plus. Donc voilà, personnellement, je n'ai pas envie, mais structurellement non plus, le système n'est pas fait pour. Et il y a des philosophes qui se sont penchés là-dessus, des sociologues un peu aussi, qui ont tenté de réfléchir à cette question du temps et notamment la structuration temporelle du travail. C'est loin d'être simple, vraiment très loin d'être simple. Si on changeait ça, on changerait quelque chose d'assez profond, je pense. Plus profond qu'on se pense.